à tous, je suis ravie d'être avec vous ici dans cet auditorium de la région à Lyon. Et vous le savez, vous l'aurez compris depuis ce matin, nous sommes ici en fait pour essayer de prendre le pouls de cette fameuse transformation qui se fait sur les territoires et qui passe forcément aussi par l'évolution, le changement d'une partie du tissu économique. On l'a vu précédemment. L'entreprise, c'est vrai, aujourd'hui va devoir opérer, allez, on va le dire comme ça, des révolutions pour se mettre en adéquation parfois avec des nouvelles donnes qu'elle n'avait pas l'habitude de connaître, la donne climatique évidemment, mais aussi souvent pour être aussi en phase avec les aspirations de la société. Alors, Comment peut-on mieux accompagner les ETI, qui sont une grosse partie du tissu économique de ce territoire, dans le financement de ces fameuses transformations? De quoi ont-elles plus spécifiquement besoin comme soutien finalement face à ces nouveaux défis? C'est la question que je vais essayer de poser à mes deux invités. À mes côtés, Pascal Tapissier, bonjour. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur régional Centre-Est de Banque Palatine. De l'autre côté, Pascal Nadobny, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Adev Materials. Alors, on va peut-être commencer par vous, Pascal Tapissier. Nous sommes ici dans la région Aura. Elle compte, et on l'a déjà dit, après l'Île-de-France, même si c'est un débat, le plus grand nombre de TI, 702 je crois au total, avec plus de 380 000 salariés. Et il se trouve que près de 4 sur 10 sont dans le secteur industriel. Or, au moment où on parle de transformation de la France, de réindustrialisation de la France, vous êtes précisément aux côtés des dirigeants pour les aider à faire cette conversion. C'est vraiment quelque chose qu'ils viennent vous dire quand ils viennent discuter avec vous ? Oui, c'est aujourd'hui au centre de leurs préoccupations. Alors je crois que Palatine, avec 1000 collaborateurs et 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, on peut clairement se qualifier d'ETI bancaire au service des ETI. Je crois qu'on parle le même langage. Et c'est parce qu'on parle le même langage, parce qu'on a des équipes, des agences qui sont implantées dans les territoires, au plus près de ces dirigeants, qui sont en proximité, et j'oserais même dire bien souvent dans l'intimité avec ces dirigeants, qu'on arrive à capter leurs besoins et à les accompagner sur l'ensemble de leurs problématiques, et notamment les problématiques de financement, que ce soit des financements de corporate finance, d'arrangement de dettes, d'opérations internationales, de salles des marchés, etc. Donc on est très proche d'eux et on est là pour les accompagner. Donc on se comprend mieux quand on se ressemble, finalement, c'est un peu ce que vous nous dites. Pascal Nadobny, ça fait 20 ans vous, que votre entreprise existe et que votre cœur de métier, c'est précisément la transformation. Alors, la transformation des matériaux, plus spécifiquement, puisque vous concevez des solutions pour aider les entreprises à relever notamment les défis technologiques qui se posent à elles, dans des secteurs très variés d'ailleurs. Donc ça demande une certaine agilité, parce qu'on va de l'aérospatial à la santé, en passant par tout un tas d'autres secteurs d'activité. Vous comptez un peu plus de 700 collaborateurs. La transformation, quand c'est votre cœur de métier comme ça l'est aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour aider les autres et comment est-ce que vous l'appliquez à vous-même, cette fameuse transformation ? Oui, alors effectivement, il y a la transformation des matériaux qui est notre métier. Donc on est un fabricant de solutions sur mesure autour de deux grandes familles de produits, des produits souples qui sont des films, des fibres, des adhésifs et des mousses. Puis de l'autre côté, des produits liquides qui sont principalement des colles, des mastiques, des produits chimiques et des peintures. Historiquement, on sert des grandes industries et des très grands clients. On est une ETI donc, qui s'est construite à partir de PME qui étaient toutes de taille, on va dire, un peu trop petite pour rester le partenaire des gros en amont et des gros en aval. Voilà. Et donc, on est à la fois partenaire des grands mondiaux du monde des films, que ce soit les Dupont de Nemours, les Solvay, les Arkema, mais aussi les grands de l'aéronautique, qui est notre plus gros secteur, à peu près environ 100 millions pour lequel on sert tous les très grands de ce monde, donc Airbus, Boeing, Dassault, Safran en direct dans plusieurs pays. Donc ça demande énormément d'agilité. Vous êtes habitué finalement à transformer les choses et à vous transformer en fonction des besoins de vos clients ? Alors c'est notre défi, puisqu'on vient d'un monde de PME, et une ETI, c'est une entreprise de taille intermédiaire. Et donc on est entre des gros et des gros au niveau clients et fournisseurs, et on a un défi de changement de taille. Donc l'agilité fait vraiment partie de notre métier. On se différencie entre ces gros et gros par notre réactivité, par notre agilité, par notre service.
Il faut qu'on soit local à plusieurs endroits dans le monde. Nous avons, par croissance externe, acquis beaucoup de sociétés à l'étranger, des petites. Ouais, vous avez récemment opéré, je crois, 2 acquisitions qui vous renforcent d'ailleurs sur des secteurs stratégiques. Est-ce que le financement pour croître justement dans ce type d'opération, en Europe notamment, est essentiel? C'est aussi ça qui vous aide à effectuer cette fameuse transformation de votre entreprise? Alors le financement est clé pour les ETI, mais encore pour celles qui font de la croissance externe encore plus. Donc effectivement, on a fait beaucoup de croissance externe. On a 15 sites industriels dans le monde. On est aux États-Unis, au Canada, en Pologne, en Belgique, en Allemagne. On a 3 sites importants en Auvergne-Rhône-Alpes, industriels, et un site de service. Notre siège est pas très loin d'ici, à Confluence. Et la croissance externe, effectivement, est un vrai défi de financement. Il faut la financer dans plusieurs pays, donc il faut trouver des capacités à la fois avec vos pools bancaires, mais aussi avec des relais de différents outils. Les 2 sociétés sont vraiment dans nos 2 secteurs principaux, l'une dans le monde des films techniques et des adhésifs pour la santé que nous avons acquis en Angleterre, en UK, et puis l'autre totalement dans le monde de l'aéronautique, autour des cols et des peintures pour le monde de l'aéronautique, qui nous renforce notre position sur la Scandinavie, donc en Norvège. Oui, ça demande finalement, Pascal Tapissier, pour des ETI comme Adève Materials, de faire émerger de nouveaux métiers, de nouvelles filières. Et ça, finalement, ça demande aussi un soutien, avoir les reins solides, avoir un soutien financier derrière pour aller adapter comme ça en permanence l'outil industriel. Oui, c'est ce qu'on fait, encore une fois, au travers de la grande typologie, diversité de financement qu'on est capable de mettre en place. Il y a des sujets de croissance externe, d'arrangement de dettes, il y a des sujets à l'international, tout ça on est capable de les accompagner. Et puis il y a aussi les sujets des territoires, de la transition énergétique, des énergies renouvelables. Et là aussi, je crois que Palatine a une forte présence. On a développé toute une offre de prêts verts sur la rénovation énergétique, les énergies renouvelables, et puis aussi ce qu'on appelle les prêts à impact, alors qui prend une part très importante aujourd'hui dans le financement des ETI. Alors, les prêts à impact, de quoi s'agit-il? Il s'agit de prêts dont la marge est indexée sur la performance durable de l'entreprise, mesurée au travers de critères ESG. Donc, si l'entreprise se fixe des engagements et des critères de performance ESG, si elle les atteint, le coût du crédit diminue. Et ça, on voit que ça prend une proportion extrêmement importante. Pour nous, c'était moins de 25% de nos financements corporate en 2021, c'est près de 50% en 2022. C'est intéressant ce que vous dites parce que on s'aperçoit que finalement vous accompagnez les entreprises, les ETI notamment, dans ces fameuses missions de transition au pluriel. Est-ce que c'est moins évident pour les ETI qui sont réputés, mais encore, vous me contredirez peut-être, sont réputés moins agiles que les startups? Est-ce que c'est une réelle difficulté intrinsèque? Alors, je pense qu'on ne peut pas opposer les startups et les ETI, ou les startups, les TPE et les ETI. Je vais faire un parallèle avec le monde du sport. On va dire que la start-up et la TPE, ce sont les centres de formation. Les ETI, c'est la Ligue 1. Et les joueurs aujourd'hui qui jouent en Ligue 1, ils n'ont pas perdu leurs caractéristiques, leurs atouts, leurs qualités qu'ils avaient développées lorsqu'ils sont passés en centre de formation. Et entre autres, la capacité à innover, l'agilité, la réactivité, la rapidité. Pascal Nadoni. Je pense que les ETI, par nature, sont au moins aussi agiles que les startups, parce qu'on fait plusieurs sports à la fois, donc on est déjà gros, donc déjà il faut qu'on se déplace, on est plusieurs joueurs, c'est comme le rugby, je pense qu'on a l'agilité des gros devant, de ceux qui sautent, de ceux qui courent, de ceux qui passent, donc c'est un vrai sujet, on a la taille, l'enjeu de taille, on a la transformation qu'on a mentionné tout à l'heure énergétique, on a l'enjeu de l'industrie 4.0, tout a changé, la relation client a changé, on a des business models qui changent, le digital, on a la relation au travail qui a changé, donc on a des défis quand même sur un nombre d'employés beaucoup plus
plus important et moins malléable que les startups. On a un défi machine, je mentionnais tout à l'heure, avec l'excellence opérationnelle, avec la performance. Donc on a vraiment des enjeux de transformation à tous les niveaux. Ce que je voulais dire aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner actuellement. Un des enjeux majeurs du financement, c'est le financement des besoins en fonds de roulement. C'est-à-dire que la croissance externe, c'est bien. Le CAPEX, c'est facile à financer parce qu'il y a toujours des belles machines, il y a de l'innovation, de la R&D. En revanche, financer des flux au prix où ça coûte aujourd'hui, c'est devenu un vrai défi. La supply chain est plus longue. Vos clients ne vous payent pas toujours aussi bien. Et donc, il y a un vrai défi pour se battre sur le financement court terme et pouvoir se permettre de continuer à la fois le CAPEX, parce qu'il faut qu'on investisse dans notre industrie, et aussi la croissance externe. Ouais, on comprend que c'est vraiment un exercice à géométrie variable. Hein. Financer, c'est aussi, et vous l'avez dit d'ailleurs tous les deux, les ETI pour les aider à faire cette fameuse transition énergétique, c'est un vrai sujet à part finalement aujourd'hui dans la transformation de l'entreprise. Et c'est parfois un sujet de survie pour certaines d'entre elles, un sujet de compétitivité aussi au moment où on veut précisément faire croître le nombre d'ETI en France. Alors moi, je crois que l'industrie est au cœur de ce défi et je pense que les ETI industriels ont la plus belle carte à jouer. Alexandra Mathiolon, qui est très investie sur le sujet, qui est intervenue tout à l'heure sur la Convention climat. Alev Materials, on est investi depuis une dizaine d'années sur ce sujet. Ecovadis depuis 10 ans, membre du Global Compact aussi des Nations Unies depuis 10 ans, un bilan carbone sur 16 sites mondiaux depuis 4 ans. C'est un sujet qui vient naturellement pour des entreprises comme les nôtres, parce que globalement, on n'est que sur des produits, des plastiques, des colles, des produits chimiques. Vous imaginez bien qu'il y a une marge de progression très importante, et en de très gros industriels qui viennent de l'industrie chimique et de très gros clients qui sont l'aéronautique, la défense, la mobilité, la santé. Donc s'il y a vraiment un endroit où on peut agir, c'est là. Et puis on a une chance incroyable, c'est qu'aujourd'hui on arrive à travers des business models, quand vous faites des solutions sur mesure, vous réduisez les quantités. Donc vous utilisez la bonne quantité, vous utilisez les meilleurs matériaux, vous utilisez la bonne quantité, vous supprimez les déchets, parce qu'en faisant les conditionnements par opération, vous avez une vraie contribution à rapprocher l'enjeu économique pour l'entreprise. Vous lui faites gagner de l'argent en consommant moins. Et donc vous aussi répondez à ce monde qui a changé, d'un monde d'abondance de ressources à un monde de pénurie. Et donc nos business models sont assez faciles à décliner autour de cela. Donc ça ne devient pas de la communication, mais ça devient de la mise en œuvre. Pascal Tapissier, sur ces questions de financement, sur la problématique énergétique, vous voyez des entreprises aujourd'hui en difficulté. Je pense évidemment au bond des prix de l'énergie. C'est parfois aussi en soutien qu'il faut agir en filet de sécurité. Alors, sur les clients avec lesquels on travaille, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas d'entreprises qui sont en difficulté. Les ETI ont en général une solidité, une capacité financière et aussi une capacité, alors là, elles ont été prises de court, mais d'anticipation, et en tout cas, elles s'adaptent très vite. Pour autant, le coût énergétique pèse de plus en plus fort et c'est un point d'inquiétude. Le deuxième point d'inquiétude qu'on peut noter aussi, enfin que je peux noter, c'est l'emploi, c'est le recrutement, ce sont les compétences clés et ça c'est un autre sujet. Alors c'est important que vous vous arrêtiez sur ce point-là parce que c'est aussi ce qui va venir, hein, la fameuse guerre des talents, on en parle déjà. C'est aussi un enjeu de compétitivité, ce recrutement, cette question du recrutement. Il faut avoir les reins solides pour pouvoir embaucher, il faut avoir de la trésorerie, il faut pouvoir être attractif. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité de convenir aux clients. Il faut aussi convenir aux jeunes générations pour leur donner envie de venir travailler dans les entreprises. À cet instant-là, le financement intervient aussi. C'est aussi une des clés. Le financement n'est pas pour moi clé sur la partie recrutement. En revanche, on a la chance et on est dans un endroit formidable, mais les ETI sont extrêmement attractives aujourd'hui. Parce qu'on a des générations, toutes générations d'ailleurs, des gens qui ont fait une carrière dans des grands groupes, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, des gens qui sont entrepreneurs. Bien sûr, ma fille est avec moi. Sur les questions de RSE. Elle est effectivement directrice de l'activité RSE, donc chez nous, de tout ce qui touche à nos bilans carbone et à nos déplacements de débat. Mais sur l'attractivité, aujourd'hui, l'ETI est un terreau formidable. On est très attractif par rapport aux autres. L'industrie, avec toutes les communications positives qui sont faites par nos gouvernements,
notamment par la BPI, par nos clusters locaux et nos organisations patronales, je pense, est aussi très positive aujourd'hui. Et puis on a la chance, on l'a dit tout à l'heure, d'être sur un territoire Auvergne-Rhône-Alpes où les gens trouvent à la fois un endroit où on vit bien et où on peut travailler. C'est très important parce que l'attractivité aujourd'hui, elle est en couple. Vous parliez de ma fille, mais aujourd'hui, tous les jeunes couples, il y a 2 carrières. Donc il faut absolument un terreau où on puisse trouver 2 jobs, pas un, où on puisse entreprendre. Et Auvergne-Rhône-Alpes est fantastique pour ça. Donc l'attractivité se joue sur ces terrains-là. Et puis très clairement, la logique de la RSE, le capital humain, l'intérêt de la planète sont des sujets très très importants pour la nouvelle génération. Et je pense que, voilà, en plus de TI Industrie Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le 4e mot-clé et c'est celui qui vient en premier aujourd'hui pour attirer nos talents et nous rejoindre. Je dirais avec l'ADN entrepreneurial aussi, parce que je pense qu'ils trouvent dans des entreprises comme les nôtres, avec cette capacité à se développer à l'international, des projets, une envie, un plaisir de rejoindre le groupe. Cet intérêt pour la planète, comme vous dites, il se manifeste aujourd'hui très clairement. On le voit aussi bien en ce qui vous concerne dans l'industrie verte, on le voit dans la finance verte également. D'un côté et de l'autre, comment est-ce que vous faites pour appréhender cette nouvelle donne? Parce que c'est une nouvelle donne. Alors, je vais faire une réponse un peu décalée. Je pense que, personnellement, je trouve que l'angle finance verte, c'est réducteur. Je pense que c'est la finance responsable qui doit primer et qui doit se retrouver dans des politiques RSE qui sont volontaristes en termes de critères ESG. Et pour aller sur Palatine, je veux juste deux illustrations. Nous avons une filiale qui s'appelle Palatine Asset Management qui gère à peu près 5 milliards d'encours. L'ensemble de ces encours et des fonds sont labellisés ISR. Ça, c'est une première illustration. Et puis une deuxième illustration, puisqu'on parle de sport, il y a les Jeux Olympiques en toile de fond. Banque Palatine est partenaire des Jeux Olympiques. Nous avons un programme ambitieux qui s'appelle le Palatine Women Project qui vise à aider des sportives de haut niveau dans leur reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat pour devenir chef d'entreprise. Et je pense qu'en prenant l'ensemble de ces sujets-là, c'est plus intéressant que la finance verte. Ouais, on coche toutes les cases, finalement. C'est sur ces valeurs qu'on se rejoint avec Banque Palatine. On a aussi un projet en faveur de la jeunesse, un projet en faveur du développement des femmes et des femmes dans l'industrie et Women in Science aux États-Unis. On a des dirigeantes de nos équipes qui interviennent dans les universités américaines sur ce sujet, où ils sont très en retard par rapport à nous. Leurs écoles d'ingénieurs sont beaucoup plus en retard que les nôtres. Et donc, c'est des valeurs sur lesquelles on se retrouve. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai été très agréablement surpris. Alors, nos clients ont tous basculé dans le domaine des critères environnementaux. Donc ça, il n'y a pas de débat. En revanche, on était agréablement surpris sur les 2 dernières années de voir comment les investisseurs, tous les investisseurs aujourd'hui qui accompagnent des ETI comme les nôtres en capital equity sont vraiment autour de ces critères ESG. Et nos banquiers le sont tous aussi. Et en plus, avec effectivement ces outils de Prévert aujourd'hui qui, quand même, je pense, donnent une motivation à continuer pour ceux qui le faisaient déjà avant. Oui, on s'aperçoit que finalement, il y a de nouvelles cases à cocher pour obtenir des financements et les mentalités sont en train de changer. Donc, c'est une bonne chose pour essayer d'aller vers une planète plus responsable et offrir un meilleur avenir aux nouvelles générations. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette table ronde. Je vais laisser la parole à Philippe Mabille. Justement, il va nous rejoindre pour une keynote consacrée à la transition énergétique.